Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un gros dossier, celui des infections ostéo-articulaires. Plusieurs items seront dédiés à ce dossier. Avec nous pour l'évoquer, professeur Florent Valour, infectiologue au CHU de Lyon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors pour débuter, le terme d'infection ostéo-articulaire semble un peu vague. Finalement, de quoi va-t-on parler ? Alors effectivement, les infections ostéo-articulaires regroupent un grand nombre de pathologies différentes, assez hétérogènes, le plus souvent bactériennes, qui touchent les os ou les articulations. Et on va voir que leur présentation clinique et leur prise en charge varient beaucoup en fonction de leur localisation, de leur délai d'évolution et de la présence ou non de matériel orthopédique. Et en regroupant tous ces critères, finalement, les situations les plus fréquentes sont les arthrites septiques aiguës sur articulation native, les spondylodysites qui atteignent les disques intervertébraux et les vertèbres, les ostéites, les ostéomyélites et les infections sur matériel orthopédique, notamment sur prothèses articulaires. Alors ces infections sur matériel sont vraiment spécifiques et feront l'objet d'un épisode à part, parce qu'elles ont été retirées du chapitre des infections ostéo-articulaires, mais vous devez quand même les connaître parce que les complications des implants orthopédiques font l'objet de l'item 362 qui y est dédié. Mais comment peut-on infecter un os ou une articulation ? Alors il y a globalement 3 modes de contamination. Le plus fréquent, c'est la contamination hématogène qui correspond à une localisation secondaire sur le système ostéo-articulaire lors d'une bactériémie. Donc c'est de loin le mécanisme le plus fréquent et il est favorisé par des anomalies ostéo-articulaires sous-jacentes comme l'arthrose ou la polyarthrite et par certains pathogènes comme Staphylococcus aureus. Alors en dehors de ce mécanisme hématogène, le deuxième moyen d'infecter un os ou une articulation, c'est l'inoculation directe qui peut survenir lors d'une chirurgie ou beaucoup plus rarement d'une ponction, d'une infiltration, mais également au cours des traumatismes ouverts, les plaies pénétrantes ou les morsures. Et puis enfin, il y a l'infection de contiguïté qui correspond à l'extension de l'infection d'une structure adjacente à l'os ou à l'articulation. Les exemples les plus fréquents sont les ostéites chez le patient diabétique au niveau du pied ou secondaires à des escarres décubitus. Dans ces deux cas, l'infection initiale concerne la peau et les tissus mous et elle s'étend progressivement aux os et aux articulations sous-jacentes. Ces mécanismes expliquent que le premier pathogène impliqué soit le staphylocoque doré qui est responsable de plus de 50% des infections ostéo-articulaires, suivi des autres germes responsables de bactériémie ou colonisant la peau et les plaies chroniques comme les streptocoques ou les entérobactéries. Et est-ce fréquent ? Alors ce sont des infections qui sont relativement rares, elles touchent 70 personnes pour 100 000 habitants par an en France. Elles sont plus fréquentes chez les sujets de plus de 60 ans et chez les hommes, notamment en cas de diabète. Et toutes les anomalies osseuses ou articulaires peuvent favoriser leur survenue, notamment l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou la présence de matériel. Donc, comme évoqué tout à l'heure, la forme la plus fréquente est l'arthrite aiguë et elle représente 50% des cas, suivie des spondylodysites et des ostéites. Et comment fait-on le diagnostic d'infection ostéo-articulaire ? Alors sur le plan clinique, vous aurez compris que la présentation est très variable en fonction de la localisation, du mode d'acquisition, de la durée d'évolution ou de la présence de matériel orthopédique. Il est donc difficile de faire une généralité et on discutera de cela plus en détail dans des épisodes dédiés à chaque type d'IOA. On peut toutefois noter que la fièvre n'est pas systématique, notamment dans les infections chroniques, et son absence ne doit pas faire écarter le diagnostic. Les douleurs sont souvent présentes, la plupart du temps d'horaire inflammatoire, et sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire, comme la fièvre, n'est pas systématique. La CRP est souvent élevée dans les infections aiguës hématogènes, mais à l'inverse, parfois normale ou peu élevée dans les infections chroniques, ce qui ne doit pas faire éliminer le diagnostic. Et faut-il faire des examens d'imagerie ? Alors les examens d'imagerie sont très utiles pour le diagnostic et le suivi des infections ostéo-articulaires. Les modalités sont en revanche plus difficiles à choisir parce qu'elles dépendent beaucoup de l'indication. La radiographie simple est faite assez systématiquement, mais a l'inconvénient de montrer des signes retardés, parfois de plusieurs semaines, à type d'ostéolyse, de pincement articulaire, de réaction périostée ou de séquestre. L'échographie peut être utile notamment dans les arthrites pour confirmer un épanchement si on a un doute clinique et guider la ponction, notamment dans les articulations profondes comme la hanche. Le scanner est bien plus précis que la radiographie simple et c'est l'examen de référence pour l'analyse du tissu osseux, mais comme pour la radio, les signes peuvent être également retardés. L'IRM est très utile pour l'analyse des parties molles et elle représente l'examen de référence pour les spondylodysites car les signes sont très précoces et elle permet de bien analyser les structures neurologiques. Et dans les cas plus complexes, l'imagerie fonctionnelle comme le PET scanner est de plus en plus utilisée, mais ses indications restent spécialisées. Et il faut bien sûr pas oublier le bilan de la porte d'entrée dans les infections hématogènes.
Et quelle est la place des examens microbiologiques ? Alors le diagnostic microbiologique des infections ostéo-articulaires est essentiel. Comme on le verra, les traitements sont prolongés avec des risques de récidive importants et il est donc majeur d'avoir l'antibiothérapie la plus adaptée possible. Donc aucune infection ostéo-articulaire ne devrait recevoir d'antibiotiques avant des prélèvements profonds, sauf en cas d'urgence comme le sepsis sévère, ou même dans ce cas, des hémocultures peuvent et doivent être réalisées avant le début du traitement. Les hémocultures, justement, doivent compléter les prélèvements locaux dans les formes aiguës et sont parfois même le seul examen recommandé en première intention, comme dans les spondylolycites. Mais on discutera de ça dans l'épisode dédié à ces infections. Dans d'autres cas, les prélèvements profonds sont réalisés, soit au bloc opératoire pour les patients opérés, soit par ponction. Et pouvez-vous nous expliquer les principes du traitement des infections ostéo-articulaires ? Alors, comme le diagnostic, la prise en charge dépend beaucoup du type d'infection et est assez spécialisée. Et les situations les plus complexes doivent être discutées collégialement en RCP avec des infectiologues, des chirurgiens, des microbiologistes, des radiologues. Ceci étant dit, il faut quand même connaître les grands principes du traitement et toujours garder en tête 3 éléments essentiels à leur prise en charge. Le premier, c'est la réduction mécanique de l'inoculum bactérien au niveau du site infecté. La question d'une chirurgie ou d'un drainage par ponction doit donc toujours être posée en premier. Les infections chroniques et ou sur matériel doivent être systématiquement opérées, mais toutes les infections ostéo-articulaires ne nécessitent pas de chirurgie. Une ponction évacuatrice suffit par exemple le plus souvent dans les arthrites septiques, et seules les complications neurologiques des spondylolycites vont être opérées. Et quel est le deuxième versant du traitement ? Alors en dehors de la chirurgie, le deuxième versant du traitement est bien sûr l'antibiothérapie. Comme on en a déjà parlé, le traitement doit absolument être documenté sur le plan microbiologique. Donc en dehors de l'urgence, si les patients ont déjà reçu une antibiothérapie avant les prélèvements, il vaut mieux faire une fenêtre thérapeutique de 2 semaines pour pouvoir réaliser des prélèvements hors antibiothérapie. En l'absence de signes de gravité et de chirurgie, comme dans les arthrites septiques, on peut le plus souvent se permettre d'attendre la documentation pour débuter le traitement. Dans le cas contraire, on débute souvent une antibiothérapie probabiliste qui cible les principaux germes retrouvés dans les infections aiguës hématogènes, c'est-à-dire les staphylocoques sensibles à la méticilline et les streptocoques, en utilisant une céphalosporine de première génération injectable, c'est-à-dire la céfazoline. Pour les infections ostéo-articulaires qui bénéficient d'une chirurgie, on commence une antibiothérapie beaucoup plus large en post-opératoire, et bien sûr tout cela est adapté à la réception des documentations avec un relais Péros possible le plus souvent en utilisant des molécules qui ont une bonne diffusion ostéo-articulaire comme les fluoroquinolones, la clindamycine ou encore la rifampicine. Et les durées de traitement sont assez variables et elles vont de 4 à 6 semaines pour les infections aiguës sur matériel à 3 mois pour les infections sur matériel. Et le troisième ? Alors le troisième principe du traitement, c'est l'aspect symptomatique qu'il ne faut jamais perdre de vue, comme la prise en charge de la douleur et la prise en charge fonctionnelle. Donc les choix opératoires doivent impérativement respecter la fonction, malgré les objectifs infectiologiques, et une immobilisation est parfois proposée à la phase aiguë. La rééducation est essentielle, parce que les infections ostéo-articulaires sont très fréquemment associées à des séquelles, jusqu'à 40% des patients, à type de raideur, douleur chronique ou impotence fonctionnelle, et elles doivent être prévenues au maximum. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, bonne journée. Dans le prochain épisode, nous continuerons de parler des infections ostéo-articulaires avec un item dédié à l'arthrite septique. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.